L'Ukraine a massivement attaqué la Russie avec des drones dans la nuit du 19 au 20 août. Des drones ont attaqué la raffinerie de pétrole Taneco au Tatarstan, un terminal pétrolier à Taman et une sous-station électrique en Crimée. Mais ce n'est qu'une partie de la liste des cibles de cette nuit. Dans ce contexte, la Russie augmente en août ses importations de produits pétroliers en provenance des pays asiatiques, en réponse à la deuxième vague de la crise du carburant qui a touché les régions et Moscou. Il est rapporté que le Kremlin supplie littéralement l'Inde de fournir des livraisons supplémentaires de carburant, et que l'Inde est prête à vendre, mais à des prix gonflés. Quant à la Douma d'État de la Fédération de Russie, elle a déclaré clairement que l'État n'est pas obligé de compenser les pertes de la guerre à tous les Russes qui, par exemple, ont vu leurs entrepôts brûlés à cause d'une frappe de drones ukrainiens. Dans le même temps, des images satellites ont montré que la frappe ukrainienne sur Novorossiysk a sérieusement endommagé le navire amiral de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie, la frégate amirale Makarov. On peut clairement voir un trou dans la partie avant du pont supérieur du navire, ce qui indique que, dans l'année à venir, ce navire ne pourra pas lancer de missiles de croisière calibre contre l'Ukraine. Dans le même temps, le ministère russe de la Défense a affirmé aujourd'hui, affirmant qu'ils auraient frappé cette nuit non pas des immeubles résidentiels, ni des entrepôts, ni des sous-stations, mais toute l'usine Firepoint de production de drones et de missiles FP5 Flamingo, ainsi que des missiles FP7, ceux qui sont balistiques, et, soi-disant, les Russes auraient également attaqué aujourd'hui l'entreprise Antonov, où sont fabriqués les drones Lyuti. Bref, voyons tout cela en détail. Il y a ici deux volets, l'attaque contre la Russie et l'attaque d'aujourd'hui contre Kiev. Donnons quelques précisions actualisées. Je m'appelle Alexei Pecher, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons du cap des 300 000 abonnés. Donc, je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement de votre part. Alors, tôt le matin du 20 août, des drones ukrainiens ont lancé une attaque massive contre la ville de Nijnekamsk, au Tatarstan. Comme l'a déclaré le service de presse du chef de la République, je cite, « Il y a des perturbations dans le fonctionnement du cluster industriel, ainsi que des dommages aux habitations. » Ils ont également ajouté que plusieurs personnes ont été blessées et hospitalisées. Selon Astra, la zone industrielle de cette ville, où se trouve une raffinerie de pétrole, était la cible des drones. La raffinerie de pétrole Taneco, appartenant à Tatneft. Avant cela, cette même raffinerie de pétrole avait été attaquée par des drones le 10 août. À ce moment-là, les autorités du Tatarstan avaient annoncé la mort de 13 personnes et 78 blessés à la suite de ce raid. Je tiens à souligner que la raffinerie de pétrole Taneco fait partie du 5 principales raffineries russes en volume de raffinage et qu'elle est la plus grande du Tatarstan. Auparavant, l'entreprise avait déjà suspendu ses activités en raison des drones ukrainiens. La nuit dernière également, des drones ont attaqué le village de Volna sur la presqu'île de Taman, dans le kraï de Krasnodar. L'état-major opérationnel de la région a signalé un incendie sur le territoire de l'une des entreprises. Plus tard, il a été rapporté que la sous-station Taman et le terminal pétrolier Taman de Taman-Neftegaz, par lequel transitent des exportations de pétrole, de produits pétroliers et de gaz d'hydrocarbures liquéfiés, ont été touchés. L'exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz d'hydrocarbures liquéfiés. Je rappelle que le terminal avait déjà été attaqué en juillet et au début du mois d'août. En plus de cela, la Crimée occupée a été la cible aujourd'hui d'une attaque massive de drones. En particulier, des explosions ont retenti cette nuit à Eupatoria, Saki, Théodosie, Alouchta et dans plusieurs autres régions de la péninsule. Pendant un certain temps, Sébastopol, Simferopol, Kerch, Eupatoria et Théodosie sont restés sans électricité. Le blackout a provoqué un incendie dans les sous-stations de Taman dans la région de Krasnodar et de Malorechenskoï près d'Alouchta. Les autorités des régions de Belgorod et d'Ulyanovsk ont également signalé des attaques de drones. Et donc, selon le rapport du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, au total, 726 drones ukrainiens ont été interceptés au cours de la nuit au-dessus de 18 régions, ainsi que la Crimée et les zones maritimes des mers d'Azov et Noire. Et dans le contexte des attaques continues contre les raffineries de pétrole, la Russie augmente en août ses importations de produits pétroliers en provenance des pays asiatiques en réponse à la deuxième vague de la crise du carburant qui a touché les régions
et en particulier Moscou. Là-bas, à nouveau, il y a des restrictions sur la quantité de carburant par personne. Ce mois-ci, les achats d'essence et de kérosène à l'étranger atteindront 270 000 tonnes. Et il est désormais connu qu'environ un tiers du volume importé arrivera en Russie depuis l'Inde, et le reste concerne des produits pétroliers qui ont été transférés de navire à navire au large des côtes de la Corée du Sud et de la Malaisie. Pour bien comprendre, dans le deuxième cas, il s'agit également en grande partie de produits pétroliers provenant de cette même Inde, mais ces produits pétroliers sont transférés sur des pétroliers de la flotte de l'ombre en haute mer et transportés en contournant les sanctions. Le premier pétrolier transportant de l'essence indienne a déchargé sa cargaison dans le port arctique russe de Vitina début août. Le carburant a commencé à arriver sur le marché russe après une longue pause, pendant laquelle les importateurs pétroliers russes tentaient de s'entendre sur le prix. Là-bas, les Russes pensaient qu'ils étaient soi-disant des partenaires, ils demandaient des prix raisonnables. Mais non, le prix s'est avéré nettement plus élevé que les cotations internes du marché de gros de la Fédération de Russie. Et les Indiens, ils ne sont pas idiots. L'Inde a demandé plus de 100 roubles par litre. Ils disent « Écoutez, vos problèmes ne nous concernent pas, c'est juste du business, on fait simplement de l'argent. » Réfléchissez-y bien, l'Inde. Je vous demande de bien noter cela. L'Inde achète du pétrole à la Russie avec une énorme remise. C'est pas un secret, avec une énorme remise. Elle la raffine, ce pétrole russe, en carburant, et revend ce même carburant avec une marge aux mêmes Russes. Et quand les Russes disent « Écoutez, on vous a fait une remise sur le pétrole, faites-nous une remise sur l'essence », et l'Inde répond « Vous êtes fous ou quoi, bande de sauvages? Vous vous prenez pour qui? Non, 100 roubles et plus par litre. Vous ne voulez pas, n'achetez pas, c'est votre problème. Vous pouvez rester là-bas sans essence du tout. » Eh bien, des soumis, de vrais soumis. Mais les autorités russes, apparemment, n'ont pas le choix, elles sont obligées d'acheter. Et je rappelle qu'en juillet, le raffinage du pétrole en Russie est tombé à son niveau le plus bas depuis 2002. En particulier, à ce moment-là, elle a atteint 3,6 millions de barils par jour. Ensuite, elle s'est rétablie à des niveaux de 4 millions de barils par jour, ce qui reste tout de même un tiers en dessous de la norme pour cette période de l'année. En août, la charge des raffineries pourrait chuter à un nouveau minimum. De plus, il ne faut pas s'attendre à un rétablissement de la production de carburant d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'on a clairement déclaré au Kremlin. Et je rappelle aussi que les régulateurs russes ont autorisé la production et la mise en circulation des carburants de type Euro 2, Euro 3 et Euro 4. Je rappelle que le monde civilisé a depuis longtemps abandonné ces carburants. Parce que c'est de l'essence très toxique, elle a un impact sur la santé humaine et elle nuit gravement au moteur. En somme, ce ne sont que des problèmes. Tout le monde a déjà abandonné ce type d'essence depuis longtemps. Je parle même de l'Euro 4. Maintenant, on vend même de l'Euro 2 aux Russes. On leur dit « Oui, c'est un mauvais carburant, achetez-le, vous n'avez pas le choix. » Mais comme on dit, même ce genre d'essence fera l'affaire pour les Russes. Et en même temps, à la Douma d'État de la Fédération de Russie, ils ont déclaré que les propriétaires des entrepôts endommagés à la suite des attaques ukrainiennes devaient les restaurer à leurs propres frais, et non aux frais du budget, comme l'a préconisé la veille Vladimir Poutine. À la Douma d'État, on dit « Écoutez, il y a la guerre, si quelque chose ne vous plaît pas, alors réparez-le vous-même. » Je rappelle que la veille, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a chargé le gouvernement de préparer un programme de restauration des centres logistiques qui ont été touchés par les frappes des forces armées ukrainiennes. Depuis la mi-juillet, je rappelle que c'est principalement l'infrastructure de l'entreprise Wildberries qui subit les attaques de drones. L'opération des forces armées ukrainiennes a touché 23 entrepôts du plus grand marché en ligne russe et l'a privé d'un quart de toutes ses capacités logistiques. Et en tenant compte des marchandises brûlées, cela a causé près de 1000 milliards de roubles de dommages. Et voilà que Poutine dit « Écoutez, que les Russes paient ces dommages avec leurs impôts. » En gros, qu'est-ce que vous attendiez? Vous avez soutenu Poutine, vous l'avez soutenu, maintenant il faut mettre la main à la poche et payer cette guerre de votre propre argent. Et encore une bonne nouvelle. La frappe ukrainienne sur Novorossiysk, le 12 août, a sérieusement endommagé le navire amiral de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie, la frégate Amiral Makarov. Ceci est confirmé par de récentes images satellites. Même la chaîne Z Voyeni Osvedomitel rapporte qu'une brèche est clairement visible à l'avant du pont supérieur du navire, à gauche de l'emplacement des missiles de croisière calibre.
Selon ces estimations, la station de communication par satellite Tsentaver et le radar de détection positive M12, situé sur la superstructure, plus près de la poupe, sont également endommagés. Les frappes ont touché la zone des lanceurs verticaux. En conséquence, une détonation interne s'est produite, après quoi les silos de lancement ont brûlé. Je rappelle que l'amiral Makarov est devenu le navire amiral de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie, après que les forces armées ukrainiennes ont coulé le croiseur Moskva lors d'une frappe de missile le 14 avril 2022. Je rappelle que Vladimir Poutine a longtemps affirmé que, non voyons, rien n'a été coulé, le croiseur Moskva était toujours en service. Ensuite, il s'est avéré qu'en fait, ce Moskva a bel et bien coulé avec ses marins, et que ces marins russes, franchement, n'intéressent personne. Eh bien, ils ont coulé, tant pis pour eux. Depuis le tout début de la guerre, cette frégate amiral Makarov a été utilisée pour attaquer l'Ukraine. En même temps, le 12 août, les forces armées ukrainiennes ont frappé la frégate amiral Moskva. Selon de nouvelles images satellites, la partie avant, le pont et le module de lancement des missiles Calibre ont subi les dommages les plus graves. Donc il est déjà évident où ils visaient précisément. Le système de contrôle BIU Trebovaniem est également tombé en panne. Les antennes du radar de surveillance ont été détruites, les antennes du complexe de guerre électronique TK25 et les dômes de communication par satellite s'entavèrent. Et comme le résument les experts, je cite, « Les navires ont complètement perdu leur potentiel offensif et leur capacité de commandement au combat. » Les deux sont hors service pour au moins 1 an. Et enfin, parlons de la façon dont la Russie justifie ses attaques barbares contre les infrastructures civiles ukrainiennes et les habitations. Je rappelle que les occupants russes ont massivement attaqué Kiev dans la nuit du 20 août, avec absolument tout ce qu'ils avaient. Il n'y a pas eu un seul type de munitions d'attaque à longue portée russe qui n'ait pas été lancé contre l'Ukraine cette nuit-là. Pratiquement tout a volé. Des missiles balistiques, hypersoniques, tout type de missiles de croisière, des Shahed classiques et à réaction, et même des banderoles. Eh bien, j'ai parlé plus en détail de cette attaque contre Kiev dans l'épisode précédent, donc allez sur la chaîne et regardez absolument l'épisode précédent pour être complètement au courant. Et donc, au ministère de la Défense de la Fédération de Russie, ils ont d'abord publié une déclaration disant qu'ils visaient précisément l'infrastructure énergétique, qui, soi-disant, aide les forces armées ukrainiennes. Mais plus tard, ils ont inventé une meilleure histoire pour que les Russes, ces sauvages mal lavés, se réjouissent encore plus de cette attaque contre Kiev. Dans son rapport, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a déclaré qu'à la suite de l'attaque, une entreprise industrielle nommée Firepoint avait été touchée, qui produisait des composants pour des drones d'attaque de moyenne et longue portée, ainsi que l'assemblage et le stockage de propulseurs utilisés dans les missiles de croisière Flamingo. Et il aurait également été attaqué, l'entreprise Antonov aurait été attaquée, qui produisait les drones Lyuti. Donc, le Kremlin a présenté l'attaque contre Kiev comme une frappe précisément contre les entreprises qui fabriquent les armes qui frappent la Russie ces derniers mois. Les mêmes drones Lyuti, les missiles Flamingo, les drones FP, qui attaquent assez efficacement la Moscovie. Mais je veux juste rappeler qu'en fait, à mon avis, déjà à la fin de 2022 ou en 2023. Et Poutine et toute sa suite criaient déjà qu'ils avaient tout fait, qu'ils avaient démilitarisé l'Ukraine. Voilà Kiev en 3 jours, toute cette histoire. Maintenant, il s'avère qu'il faut, selon leur réalité inventée, détruire la production d'armes avancées qui attaquent la Russie. Je rappelle encore une fois qu'en 2022, l'Ukraine ne possédait aucune de ces armes. Et pour être honnête, elle n'aurait probablement jamais vu le jour si la Russie sauvage n'avait pas attaqué l'Ukraine à grande échelle. Maintenant, les Russes devraient réfléchir à la question de savoir si cela valait la peine de commencer cette guerre en général. Mais malheureusement, les Russes ne pourront pas y réfléchir, parce qu'ils n'en sont tout simplement pas capables. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.